Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de My First Season, consacré au voyage et au tourisme. L'épisode d'aujourd'hui portera sur ma première saison après Turquoise. Le français est ma deuxième langue, alors merci de votre indulgence. Si certains d'entre vous souhaitent participer à l'émission et parler de leur première saison, n'hésitez pas à me contacter. C'est parti! Comme je faisais une pause depuis presque un an, j'étais nerveux, pour dire le moins, mais surtout, j'étais heureux de me rendre aux Bahamas. Je me rendais dans un village Quatre-Tridents le 20 janvier 1996 sur l'île de San Salvador. Le plus surprenant, j'y allais en tant que sport terrestre. J'allais occuper le poste de responsable des sports terrestres. C'était inattendu car après mon séjour aux Turks, j'avais précisément demandé ce poste et on m'avait répondu qu'on ne le confiait jamais à un JO de première ou deuxième saison. Pourquoi? Parce que le poste de sport terrestre est considéré comme le plus critique de l'équipe sportive. Il faut être partout, coordonner, organiser, soutenir, en somme, agir comme le bras droit du chef des sports. Et si vous rêviez un jour de devenir chef des sports, le poste de sport terrestre était un passage obligé. La chef de village s'appelait Patrizia Moretti, une personnalité plus grande que nature, une femme chaleureuse et exubérante de rond et à l'énergie contagieuse. Chef des sports était une Belge nommée Thierry Buche qui deviendrait plus tard chef de village à son tour. Après les premiers mois, Patrizia a prolongé mon contrat à 6 mois. Je faisais mes preuves. J'étais un bon géo, toujours le premier à arriver, le dernier à partir, et totalement investi dans tous les aspects du travail. J'ai aussi participé à tous les spectacles durant ces 2 saisons complètes. Le premier visage familier que j'ai reconnu était celui de Johnny Scuba de l'équipe de plongée de Turks. Je l'ai croisé directement sur le quai, près du Sea Center, la même garde blonde aux cheveux ondulés, fièrement originaire du Freeport, Minnesota, que j'avais rencontré à Turquoise. Johnny et moi avions immédiatement accroché aux Turks. C'était un vrai personnage et le revoir donnait l'impression que ce nouveau chapitre commençait sous des bons auspices. Encore une fois, si vous ne l'avez pas encore écouté, allez découvrir l'épisode de Johnny Scuba sur My First Season. Durant ma première semaine là-bas, j'ai vécu ce qui reste à ce jour le moment le plus embarrassant de ma vie, en plein milieu du restaurant principal. C'est difficile à revivre, mais, mais c'est tellement ridicule que cela vaut la peine d'être raconté. Un soir, un GM qui participait à mes marches sportives quotidiennes m'a invité à dîner. C'était son anniversaire. Un petit rassemblement décontracté. Nous étions assis et en train de discuter quand les choses ont soudainement pris une tournure inattendue. À ma gauche se trouvait une femme russe et à ma droite une chaise vide. J'avais peut-être bu un seul verre de champagne et, pour une raison inconnue, j'ai décidé de donner à la femme mon adresse personnelle. Alors que j'appelais les mots français de mon adresse, j'ai accidentellement abattu mon coude violemment sur le coin de la chaise vide à côté de moi. La douleur a traversé mon corps comme un éclair. J'aurais dû crier, gesticuler, faire quelque chose, mais ce soir-là, je voulais jouer la carte du cool, faire semblant que tout allait bien. Et heureusement, ou du moins, je le croyais, personne ne semblait avoir vu ce qui s'était passé. Maintenant, la ville où j'habite s'appelle Châteauguay, au Québec. Pas vraiment facile à épeler au milieu d'une conversation, surtout quand on voit des étoiles. Alors, je continuais laborieusement avec les lettres C, H, A, T, E. La douleur s'intensifiait et quelque chose semblait étrange. Je savais que je n'allais pas pouvoir finir ce mot. La dernière chose dont je me souviens, c'est de m'être réveillé, allongé sur le sol du restaurant, dans une petite flaque de sang, entouré de visages confus qui me regardaient. Pour eux, j'étais simplement tombé dans les pommes sans raison apparente. Personne n'avait vu que je m'étais cogné le coude et, soyons honnêtes,
qui s'est venu à cause de ça. Il s'est avéré que moi, je l'ai fait. Plus tard, on m'a expliqué que j'avais subi une réaction vasovagale. En gros, mon corps est entré en état de choc, ma pression artérielle a chuté et j'ai perdu connaissance. En tombant, j'ai frappé ma tête sur le même coin de chaise qui avait déclenché tout ça, d'où le saignement. Et bien sûr, comme c'était la soirée élégante, le drame devait atteindre notre niveau. Alors que j'essaie de me réasseoir par terre, le chef des sports a déboulé, déguisé en Indiana Jones, parce que c'était la soirée Indiana Jones autour de la piscine. Il m'a regardé, incrédule, et a lancé « Mais qu'est-ce que tu fous ?» avant de me relever par les épaules, malgré mes protestations. Et là, ça a dérapé. J'ai attrapé un seau à glace sur la table de justesse et j'ai commencé à vomir comme un démon. Imagine l'exorciste, mais en veste de sport. Les GM qui regardaient se sont éparpillés comme des pigeons après un coup de canon. Et juste quand je pensais que ça ne pouvait pas être pire, j'ai continué à vomir tout le long du village pendant qu'on me transportait dans la voiturette du Club Med. L'infirmerie était à l'autre bord du complexe, dont le trajet a été long et crade. Pendant que j'étais inconscient, pendant quoi 30 secondes, une infirmière qui était GM s'est précipitée pour aider. Mais elle se retrouvait à se disputer à fond avec l'infirmière officielle du Club Med pour savoir qui devait prendre les choses en main. Pendant ce temps, je saignais encore de la tête. Ma chute m'a valu quelques points de suture et ça a mis fin de ma soirée. Le lendemain matin, je savais que je devais affronter la musique. Alors, je me suis pointé à la marche sportive comme si de ne rien n'était. Le même JM d'anniversaire était là. Je lui ai demandé pourquoi personne ne m'avait empêché de tomber de ma chaise. Il a haussé les épaules et a dit « Tu es tombé tellement lentement qu'on a cru que tu faisais un sketch comique ou une animation de table de géo. Leçon retenue. Si tu cognes le coude ou le talon d'Achille assez fort pour voir des étoiles, allonge-toi tout de suite. Fais-moi confiance là-dessus. » J'ai encore réussi à me blesser, cette fois, heureusement, juste quelques points de suture. Tu connais l'élégante armoire marron qui trônait entre les toilettes d'hommes et femmes au C-Center? Un jour, juste avant le basket, j'ai essayé de lancer un bout du papier dans la poubelle à côté. Raté. En me baissant pour le ramasser, je me suis relevé trop vite et j'ai percuté de plein fouet le coin pointu de l'armoire avec ma tête. Ça a tout de suite saigné beaucoup, mais l'infirmière n'était pas encore ouverte. Alors, évidemment, j'ai pris une serviette au gymnase, je l'ai plaquée sur ma tête et je suis allé jouer au basket quand même. Les GM étaient horrifiés. Ils n'arrêtaient pas de me dire d'arrêter et d'aller faire vérifier. Je les ai balayés une geste et j'ai dit que l'infirmière n'ouvrirait qu'après le match. Une fois le basket terminé, je suis allé à l'infirmerie. Ce jour-là, c'était le médecin plongeur, un docteur français à la retraite. C'était l'été et je venais juste de commencer à laisser pousser mes cheveux pour la première fois. Je m'étais toujours demandé à quoi je ressemblerais avec les cheveux longs et blonds. Vu ma carrure, j'avais peur de ressembler à la couverture d'un roman d'amour. Spoiler, c'était le cas. Quand le docteur a dit qu'il fallait des points de suture, je l'ai mal pris. J'ai supplié. Je l'ai imploré de ne pas couper mes cheveux. J'émergeais enfin de cette phase gênante de la pousse, celle où rien ne va et où à tout rebique, je ne voulais pas tout recommencer. Alors oui, par pure vanité, j'ai laissé un docteur plongeur français coudre 4 points sur mon cuir chevelu non rasé, en faisant attention à contourner les quelques mèches de cheveux en croissant que je tenais tant à protéger. Sans aucun doute, c'était un cas flagrant de folie temporaire induite par la vanité.
Par une matinée d'hiver morose au Sea Center, je prenais un petit déjeuner rapide après être revenu de la marche sportive. Le restaurant était presque vide, à part deux GM français assis tranquillement à une table. En entrant, mon regard s'est tout de suite posé sur quelque chose d'inhabituel. L'un d'eux avait les mollets les plus gros et les plus sculptés que j'ai jamais vus. Et je ne parle pas de mollets de rat de gym non plus. C'était un autre niveau. Curieux et toujours à la recherche d'Ostus Fitness, je me suis approché et j'ai demandé à l'homme comment il avait réussi à développer des mollets pareils. Peu importe à quel point je m'entraînais, les miennes ne réagissaient jamais au poids. Ils ont tous les deux rigolé. J'ai ensuite demandé si je pouvais les toucher. À ce moment-là, j'ai compris qu'ils étaient probablement en couple. Le GM a accepté. Donc oui, je les ai touchés. Plus tard, quand j'ai raconté cette histoire à des amis français, ils sont restés bouche bée. Tu te rends compte de qui c'était? M'ont-ils demandé. Tu viens de toucher les mollets de Patrick Dupont. Qui? Il s'avère que Patrick Dupont était un danseur de ballet de renommée mondiale. Il a rejoint l'école de danse de l'Opéra de Paris en 1970, a remporté la médaille d'or au concours international de ballet de Varna en Bulgarie en 1976 et en 1980. Il était devenu danseur principal à l'Opéra national du Paris. En 1990, il a été nommé directeur de la danse de la compagnie. Une véritable légende dans le monde de la danse, Patrick et son partenaire ont été incroyablement gentils et bienveillants. Ils m'ont même invité à leur rendre visite en France. Patrick m'a donné son adresse et son numéro de téléphone à Paris. Un souvenir surréaliste d'une rencontre fortuite au petit déjeuner avec l'une des plus grandes danseurs de notre époque. J'ai été profondément attristé d'apprendre le décès de Patrick en mars 2021, qui repose en paix. Un véritable artiste dont la grâce, le talent et la chaleur ont laissé une impression durable. La plupart des matins, après m'être traîné à travers un autre entraînement brutal avec Hansel Moss, je finissais par traîner au Sea Center, épuisé, endoloré et porté par la vague d'endorphines. C'est généralement là que je flirtais sans gêne avec Courtney Brooks, l'une des JO du bar. Courtney était d'une beauté naturelle, mais c'était sa chaleur et son esprit terre-à-terre qui la rendaient vraiment spéciale. Bien sûr, elle restait complètement insensible à mes soi-disant charmes. Tu peux en prendre plus sur Courtney dans son épisode sur My First Season. Pendant l'interview, je lui ai même demandé si elle se souvenait de toutes mes tentatives maladroites de flirt et sa réponse m'a vraiment surpris. Cette saison-là, j'ai aussi rencontré Raphaël Baez de tous les endroits possibles dans la buanderie du bâtiment des JO. On a tout de suite accroché. Raphaël était non seulement facile à vivre, mais aussi incroyablement généreux avec son temps, surtout quand il s'agissait de me donner des conseils de planche à voile tout au long de la saison. C'était aussi la première fois que je rencontrais une JO du Japon, Makiko Ome, de l'équipe de plongée. Makiko avait une chaleur qui mettait tout de suite les gens à l'aise. Elle était gentille, drôle et apportait une énergie tellement positive à l'équipe. Un autre super géo que j'ai rencontré cette saison-là était Peter Algazi. Il avait ce charme de la côte ouest, pouvait parler à n'importe qui et de n'importe quel sujet et avait une excellente sens de l'humeur. Raphaël, Makiko, Courtney et Peter m'ont vraiment marqué. Je suis reconnaissant d'avoir croisé leur chemin. N'oubliez pas d'écouter leurs interviews sur le podcast My First Season. Tu comprendras exactement pourquoi ils étaient si mémorables. L'une des JO les plus inoubliables et sympathiques que j'ai eu le plaisir de rencontrer était Pancho du Mexique. Ce qui le distinguait le plus, c'était son énergie débordante, son sourire éclatant et sa chaleur sincère. À chaque fois que je le croisais sur le chemin de la piscine, il affichait ce sourire contagieux et criait « Allez, on y va !» Sa façon de nous motiver à profiter à fond de la journée et à offrir aux GM
une semaine inoubliable. Pancho était responsable du ski nautique et c'est sous sa guidance patiente que j'ai appris à exécuter la brouette pour le spectacle de ski nautique. Il m'a mis en binôme avec une petite géo française et on le trouvait après le boulot au ponton pour répéter. N'ayant jamais fait quelque chose de semblable, j'étais un peu timide au début. Le mouvement commence avec ton partenaire qui t'enjambe dans l'eau, ce qui peut être un peu gênant quand on vient juste de se rencontrer, mais l'encouragement de Pancho m'a tout de suite mis à l'aise. Il nous a soigneusement appris chaque position de la routine et en un rien de temps, on se produisait dans le spectacle. Grâce à Pancho, j'ai pu refaire la brouette des années plus tard au Club Med Martinique en 1998 et encore à Cancun pendant la saison 2004-2005. Je me souviens que le chef du ski nautique à Martinique était sceptique vu que je n'avais pas skié de toute la saison. Mais avec un partenaire talentueux et athlétique comme le géo-français Doumé, on a réussi à le faire sans accroc et à décrocher une place dans le spectacle. N'oubliez pas d'écouter l'épisode de Pancho sur My First Season. C'est un bel hommage à son esprit et sa passion. Il y a d'autres personnes que j'aimerais mentionner, mais par respect pour leur vie privée, je m'abstiendrai. Au cours des semaines suivantes, j'ai doucement repris l'entraînement. Ça faisait plus d'un an que je n'avais pas touché au poids et j'avais hâte de m'y remettre. Un après-midi, je suis entré dans la salle de sport et j'ai rencontré un Bahamien bâti comme Mike Tyson. Il s'appelait Hansel Moss. Comme je le prendrai bientôt, surtout de la bouche de Hansel lui-même, il était un ancien chef des sports, le seul Bahamien à avoir occupé ce poste et largement considéré comme l'un des meilleurs de l'histoire de Club Med. Pour les raisons que je ne comprends pas toujours complètement, Hansel m'a choisi, moi, ce grand maigre blanc, comme partenaire d'entraînement, mais j'étais reconnaissant. Au cours de mon année à San Salvador, il a complètement transformé mon physique. On suivait une variante de la méthode Heavy Duty, des sessions courtes, intenses de 20 minutes, remplies de supersets et sans aucune pitié. Hansel ne réduisait jamais le poids pour moi. Si on travaillait la poitrine ce jour-là et qu'on faisait du développé couché à 110 kilos, il m'assistait pour 8 ou 9 répétitions épuisantes, puis prenait son tour en disant « passe la barre au gras ». J'étais censé me reposer après ma série. J'avais des étoiles pleines les yeux, complètement vidés, mais pas de luxe de ce genre avec Hansel. Au lieu de reprendre mon souffle, je devais l'assister immédiatement. Il appelait ça le repos actif. Repos actif, toujours le terme le plus hilarant et contradictoire que j'ai entendu. Ensuite, juste après qu'il avait fini sa série, c'était à nouveau mon tour. Pas de pause, pas de pitié, juste une boucle infinie de douleur et de progrès. Je grimace encore en repensant à nos entraînements médiévaux pour les épaules. Ils étaient brutaux, pas pour les âmes sensibles. Si tu pouvais lever les bras après une de nos sessions pour les deltoïdes, c'est que tu n'avais pas assez bossé. Les JM entraient parfois dans la salle pendant nos entraînements et s'arrêtent juste pour regarder, la mâchoire légèrement tombante. J'ai fini par passer 2 ans et demi à m'entraîner et travailler aux côtes de Hansel. Donc, tu entendras forcément son nom revenir dans d'autres histoires. Il a non seulement été une influence majeure sur ma transformation, mais c'était aussi un sacré personnage. Hansel a été assez généreux pour enregistrer 2 interviews pour My First Season. N'oubliez pas d'y jeter un œil. Hansel adorait se remémorer le bon vieux temps. Bien qu'il ait pris sa retraite du Club Med, il était maintenant photographe et partenaire dans le contrat de photographie pour le village de Columbus Isle. Entre 2 entraînements, il lançait les noms de géolégendaires comme LP et Jenner, des noms que j'ai d'abord fini par détester, surtout parce qu'ils étaient constamment présentés comme la référence absolue. Selon Hansel,
LP avait une capacité hors du commun à se souvenir des noms de tous les GM de son activité. Je n'y croyais pas jusqu'à l'année suivante, quand je l'ai vu de mes propres yeux. Jenner, quant à lui, était vénéré comme l'une des meilleures JO de sport terrestre que Club Med ait jamais connu. Va écouter des interviews de LP et Jenner sur My First Season. Elles valent vraiment le coup. Hansel n'essayait pas de me rabaisser avec ses histoires. Bien au contraire, il allumait une flamme en moi, m'inspirant à égaler, voire surpasser ses légendes. Il partageait aussi comment il gérait ses équipes sportives autrefois et j'écoutais chaque mot avec attention. Je n'entraînais pas seulement mon corps, je me préparais pour la prochaine étape. Je voulais devenir chef des sports et Hansel me montrait le plan. En plus de passer beaucoup de temps avec Hansel, je me retrouvais souvent en compagnie de l'incroyablement talentueux et créatif Ketut Sugiantara de l'équipe d'animation. Ketut avait une énergie unique, une étincelle artistique qui rendait chaque interaction avec lui mémorable. Qu'il soit en train de fabriquer ses accessoires, d'inventer des sketchs hilarants ou de donner vie au village avec son enthousiasme communicatif, Ketut était un vrai original. Passer du temps avec lui et Hansel donnait à mes journées une rythme, un mélange parfait d'intensité et d'inspiration. Ketut venait de l'île envoûtante de Bali, un lieu assez vibrant et captivant que lui, Patricia, qui avait auparavant travaillé à Bali, a tout de suite reconnu son talent extraordinaire et son charisme. À partir de ce moment, elle l'amenait partout avec elle, sachant qu'il pouvait apporter une touche de magie à n'importe quel village. Jamais Ketut pour plusieurs raisons. Comme la plupart des balinais, il était d'une gentillesse sans faille, toujours souriant, toujours en train de chanter, peu importe à quel point la journée avait été épuisante. Il dégageait une joie calme qui rendait même des jours les plus stressants plus légers. J'appréciais aussi sincèrement sa compagnie au dîner. Alors que j'étais juste un autre géo-québécois de notre bon vieux Montréal, parmi tant d'autres à Columbus Isle, Ketut était une véritable curiosité pour nos clients. Ils étaient fascinés par son parcours et le bombardaient de questions sur son enfance à Bali, les pays qu'il avait visités et la vie qu'il avait laissée derrière lui pour rejoindre Club Med. Et Ketut, toujours gracieux, répondait à chaque question avec la même chaleur et le même enthousiasme, comme si c'était la première fois qu'on la lui posait. Il faisait en sorte que les gens se sentent vus et entendus, un don rare. Ketut était aussi un artiste incroyablement doué. Malgré le rythme effréné de nos journées de travail, il trouvait encore le temps, si peu qu'il en avait, de se retirer dans sa chambre pour peindre. Ses murs étaient couverts de ses dessins, chaque reflétant son esprit créatif et son dévouement discret à la beauté. Un jour, alors qu'on discutait de ses nombreux talents, il a mentionné, l'air de rien, qu'il faisait aussi des tatouages. Ça y est, j'ai tout de suite su que je devais en faire un par lui. Pas n'importe quel tatouage, mais un qui aurait une vraie signification, rendu encore plus spécial par le fait d'être réalisé par quelqu'un que je considérais non seulement comme un ami, mais comme un frère. J'ai choisi de le faire sur ma cheville droite. En tant que descendant écossais, j'ai décidé de me faire tatouer le lion rampant des armoires écossaises. Ketut n'avait pas d'encre rouge nécessaire pour l'authenticité, mais j'ai réussi à demander à un géo de la plongée si sa petite amie, qui devait bientôt arriver, pouvait en emporter. Elle a accepté et une fois tous les matériaux réunis, on a fixé une soirée pour commencer. Ketut, toujours attentionné, m'a donné un dernier avertissement. Les tatouages, c'était du sérieux, mais j'étais sûr de moi. Je n'avais bu une goutte d'alcool. Je me suis simplement allongé sur le sol de sa chambre, sur le côté gauche, prêt. Il avait fabriqué l'instrument de tatouage lui-même avec un petit moteur, du fil et la coque d'un stylo à billes, si je me souviens bien. Le voir travailler avec un outil aussi rudimentaire m'a encore plus impressionné par son talent. Il a soigneusement tracé le contour pendant 2 heures.
À l'origine, je voulais que le tatouage soit entièrement rouge, comme sur les armoiries. Mais après 2 heures, Ketut m'a regardé et a dit, pour tout faire en rouge, il me faut encore 2 heures. J'ai souri. Ça rend super comme ça, merci. Et honnêtement, c'était vrai. Ça n'avait pas fait aussi mal que je le craignais, mais si on m'offrait une sortie élégante, je le saisissais. Le tatouage était magnifique et j'étais aux anges. La petite amie du JO de la plongée, en le voyant, a plaisanté en disant que si elle avait su que l'encre rouge était pour un tatouage, elle ne l'aurait jamais apporté. Trop tard. À partir de cette soirée, Ketut et moi étions liés d'une nouvelle manière. J'ai commencé à l'aider encore plus. Les fameux préparatifs pour le spectacle d'Indiana Jones et le cocktail Walt Disney à la piscine, deux véritables cauchemars logistiques pendant la saison hivernale venteuse. Mais Ketut était un maître de son art. Peu importe la force du vent, ses créations tenaient bon. On aurait dit qu'il n'y avait pas la moindre brise, tellement ses installations restaient solides. Cette année-là, Ketut n'était pas juste une excellente collègue, c'était un véritable ami, loyal, talentueux et généreux à tout égard. J'avais déjà affronté 4 ouragans pendant mon séjour à Columbus Isle, alors je connaissais la routine par cœur. Mais savoir quoi faire ne rendait pas l'expérience moins cauchemardesque. Le processus de préparation à l'ouragan dans ce complexe était légendaire pour toute son intensité et son stress. Le village du Columbus abritait plus de 1,2 million de dollars d'œuvres d'art disséminées dans tout le village. Beaucoup étaient soit extrêmement lourds, soit incroyablement fragiles, soit les deux. Les protéger demandaient un effort coordonné et épuisant. La priorité numéro était toujours le ponton du Sea Center. Il avait été conçu pour être démontable précisément pour cette raison, mais ça ne le rendait pas facile. Chaque pièce pesait 1 tonne. Il fallait le démonter section par section, puis transporter ces énormes blocs jusqu'à la zone du stockage derrière le Sea Center. Ça prenait des heures. Ensuite, il y avait des lourdes chaises en bois du pont de la piscine. Elles n'étaient pas juste encombrantes, elles étaient pratiquement un poids mort. On devait les rouler dans le restaurant principal et les sortir par l'arrière, une par une. Les Hobie-Cat devaient être démontés, les voiles étaient descendues, les gouvernails et les mâts enlevés. Ensuite, les coques devaient être portées, jusqu'à la maintenance, loin du rivage. Sur les cours du tennis, les filets devaient être retirés ainsi que les pavants. Chaque élément en verre à l'extérieur devait être soigneusement enlevé et stocké. Les bateaux de plongée devaient être conduits à la marina et solidement attachés pour éviter qu'ils ne deviennent pas des projectiles à haute vitesse. En résumé, tout ce qui pouvait envoler et blesser quelqu'un devait être soit démonté, soit sécurisé. Et il fallait le faire vite, avec précision, dans une chaleur étouffante, souvent en observant les nuages de tempête s'amoncelaient au loin. C'était l'une des parties les plus intenses de la vie à Columbus et une qu'on n'oubliait jamais. L'ouragan Frank fut le plus puissant à toucher terre cette année-là, avec des vents soutenus de 185 km à l'heure. Quand il a enfin frappé, ce n'était pas juste une tempête, c'était une véritable attaque. Le genre d'ouragan qui te rappelle que Mère Nature ne négocie pas. Il y avait 2 grands spectacles au bord de la piscine que Patricia a mis en scène pendant ma saison à Columbus, dont j'ai parlé plus tôt, et tous deux ont laissé une impression durable. L'un était le cocktail Walt Disney, un défilé coloré de personnages Disney qui faisait le tour de la piscine au son des musiques emblématiques des films, suivi d'une fête de cocktails animée. Le clou de ce spectacle, sans aucun doute, était de voir Ketut, notre décorateur, habillé en Mowgli du livre de la jungle. Avec ses cheveux noirs et son pang rouge, il était parfait dans le rôle. Et quand l'ours nécessaire, chanson The Bare Necessities, commençait à jouer, la magie opérait vraiment.
Juste à côté de lui, un géo déguisé en Balou l'ours, dans un costume complet, se dandinait en parfait contraste. Petite anecdote, je demandais parfois à Patricia si je le pouvais emprunter le costume de Balou pour les Crazy Signs après le spectacle. C'était toujours un succès et un favori du public. Mais le moment qui m'a vraiment époustouflé, c'était l'entrée spectaculaire de Ketut. La première fois que je l'ai vu, il s'est tranquillement dirigé vers le palmier qui se dressait au coin de la partie plus profonde de la piscine. Puis, avec une agilité féline, il a grimpé jusqu'en haut et, à la stupéfaction générale, il a plongé directement dans la partie plus profonde. J'étais sidéré. Cette partie de la piscine n'était pas du tout profonde et pourtant, il réussit à chaque fois sans jamais se faire mal. C'était tout simplement incroyable. Le deuxième grand spectacle dirigé par Patricia me tenait encore plus à cœur parce qu'il était inspiré d'un film que j'ai toujours profondément aimé. Vers la fin de la saison, Thierry, notre chef des sports, est parti pour sa prochaine mission. Puis après, Patricia m'a demandé si je voulais endosser le rôle d'Indiana Jones pour le grand spectacle de la piscine. Si je voulais, j'étais aux anges. Les Aventuriers de l'Arche perdue a toujours été l'un de mes films préférés, à égalité avec Piège de cristal comme le meilleur film d'action de tous les temps, à mon avis. Jusque-là, mon seul rôle dans le spectacle était celui d'un homme de tribu où je réalisais un numéro d'épée enflammée et une bagarre chorégraphiée avec un autre géo. Cool, absolument, mais rien ne valait enfiler le fedora et manier le fouet d'Indiana Jones lui-même. Une chose qui m'a toujours agacé en regardant le spectacle, c'était la fin. Après une quête dramatique pour sauver Marion, Indy la retrouve enfin au milieu de la piscine et ils se prennent dans les bras. Juste une entraîne. Dans tous les films d'action que j'ai vus, ce genre de retrouvailles se termine par une BC. Pour tout avouer, oui, la chorégraphe, la régisseuse qui a joué le rôle de Marion, était une Italienne magnifique et talentueuse avec une énergie positive incroyable. Ce que j'adorais chez elle, c'est que pendant les répétitions, si on réussissait un passage de chorégraphie particulièrement compliqué, elle disait wow, mais pas n'importe quel wow. C'était un wow unique, expressif, plein de vie, tellement drôle, charmant et sincère qu'on se donnait tout un peu plus de mal juste pour l'entendre. Bon, je sais que certains d'entre vous pensent, mais Greg, tu n'as pas dit dans un épisode précédent de My First Season que tu avais une faible pour tous les régisseuses dans les villages où tu travaillais? Eh bien, oui, et merci de t'en souvenir, mais ce n'est pas le sujet maintenant. Le sujet, c'est que Indy risquait sa vie plusieurs fois dans ce spectacle. Éviter les flèches ou pousser des attaquants, sauter dans une piscine, tout ça pour sauver Marion. Et après tout ça, il n'a droit qu'une entrainte? Ça ne me semblait pas juste. Ce n'était pas logique. Et moi, on m'a déjà accusé d'être trop logique. Quoi, Greg? Logique? Oui, moi. Alors, j'ai proposé l'idée à Patricia. Peut-être à la fin, Indy et Marion devraient s'embrasser. Juste un baiser. Pour le rendu dramatique. Patricia était ouverte à l'idée et a dit qu'elle en parlera avec la régisseuse qui jouait le rôle de Marion. Sa réponse, la régisseuse, elle a dit hors de question, pas moyen, ça n'arriverait pas. j'ai ri. Bien sûr, elle était magnifique, mais honnêtement, peu importe qui jouait Marion, le BC n'était pas une question de romance. Il s'agissait de donner au public la fin qu'il attendait. Mais au final, on s'est contenté d'une entraîne pour les spectacles restants. Sauvetage héroïque, musique triomphante et tout le reste. Juste avec une entraîne. Voici une autre histoire impliquant cette même régisseuse. Et pardonne-moi si je m'égare un peu, mais ce n'est pas un secret pour personne maintenant que je n'étais pas fan des répétitions tard le soir. J'adore jouer dans les spectacles, mais les répétitions,
pas vraiment. Cela dit, qu'il y avait quelque chose de spectacle que j'appréciais vraiment. Tabou à Turks, des spectacles de gladiateurs à Couche d'Asie, en de Belle. J'en parlerai dans un futur épisode. Et bien sûr, le spectacle d'Halloween. Mais le seul numéro que j'ai aimé plus que tout autre pendant mes 10 ans au Club Med, c'était le Techno Can-Can. La première fois que je l'ai vu, c'était cette saison-là à Columbus. J'étais au fond du théâtre quand quelques JO, dont Thierry et un JO italien de la réception, l'ont exécuté. J'étais complètement époustouflé. La chorégraphie, l'énergie, le cardio, c'était un autre niveau. Ça demandait un vrai talent athlétique et ça avait l'air phénoménal. À chaque fois qu'il jouait, Patricia ramenait les JO pour un rappel et il refaisait la dernière partie du numéro une fois de plus. Je me souviens être resté là à penser, il faut que je fasse ce numéro. Alors, j'ai supplié la régisseuse d'y m'y mettre. Je lui ai dit que je me fichais de l'heure des répétitions ou de la difficulté. Si quelqu'un abandonnait, je voulais être de la partie. Et un jour, j'ai reçu l'appel. J'étais pris. Bon, je n'ai jamais été un grand danseur, mais j'ai tout donné pour ce numéro. Je connaissais la chorégraphie par cœur. En fait, et certains d'entre vous vont rire, quand la régisseuse est partie en vacances, j'ai même aidé à l'enseigner à quelques nouveaux JO. J'ai descendu cette grosse boombox noire carrée au ponton de la plongée et j'ai appris la routine à un JO de la plongée entre deux sessions. Et voici quelque chose de fou, même si je déteste m'étirer, je me suis surpris à le faire pendant mon temps libre, juste pour m'assurer que je pouvais lever la jambe assez haut pendant le numéro. Quand la régisseuse est revenue de ses vacances et a vu ce que j'avais fait, le travail, l'effort, l'entraînement, elle m'a donné la validation que j'attendais. Elle a dit Waouh, waouh, sa façon signature de le dire représentait tout pour moi. Je ne dirai pas son nom ici, au cas où elle préférait rester discrète, mais elle sait qui elle est et elle me manque beaucoup. Avec mon départ de Columbus qui approchait, on m'a demandé de lister 3 préférences de village pour ma prochaine affectation. Mais je ne me suis pas embêté. Il n'y avait qu'un seul village je voulais, Playa Blanca. J'avais rencontré assez de JO et de GM qui en parlaient avec enthousiasme. Playa Blanca était légendaire. Soleil, fête d'énergie, ça ressemblait à tout ce dont je pouvais rêver. Par chance, mon chef connaissait le chef prévu pour Playa. Un coup de fil plus tard et j'étais pris. Comme ça. J'ai fait mes adieux à Hansel et au reste de l'équipe. J'ai rassemblé mes souvenirs et j'ai quitté Columbus pour des vacances bien méritées chez moi, épuisé par le nettoyage après l'ouragan Fran. J'étais en route pour un village de célibataires vibrants, prêt à faire la fête et à vivre les moments de ma vie. Et voilà, nous arrivons à la fin de cet épisode. J'espère que vous l'avez apprécié et je vous souhaite à tous une bonne journée. Bye!